montrer alors comment est-ce qu'on envisage pour nos clients de déployer un certain nombre de process qualité en mode agile avec un outil qui s'appelle Jira et un écosystème d'outils agiles, on va dire en général Jira, Confluence, la suite Atlassian que peut-être vous connaissez déjà et que sinon vous allez découvrir avec nous. Hop. Donc ici, on va, on va commencer avec une petite introduction pour vous présenter un peu les outils et pour vous présenter en fait la façon dont on a travaillé et ce qu'on va essayer de vous montrer, hein. Donc évidemment, derrière, on prendra en exemple quatre process qualité qui sont les audits, la gestion des non-conformités, la gestion des réclamations et les CAPA. Donc, bien sûr, je fais un petit disclaimer là juste avant de commencer. On a proposé une intégration, évidemment, par rapport à vos besoins, par rapport à vos méthodes à vous. Vous avez forcément d'autres façons de faire. L'idée ici, c'est pas de présenter la façon ultime, c'est juste de présenter la manière dont nous, on propose à nos clients d'intégrer leur process qualité dans ce type d'outils nouveaux et de voir quels sont les bénéfices qu'ils peuvent en retirer en termes de facilité de gestion, facilité d'intégrité des données, travail collaboratif, etc., etc. Donc, je vous prie de bien vouloir nous excuser s'il y a des choses où vous dites, bah, nous, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est peut-être même pas la bonne méthode. Mais voilà, l'idée est plutôt de montrer une façon de travailler et une proposition. Donc voilà, donc les process qualité qu'on va regarder aujourd'hui ensemble, donc réclamation, donc pour le client fournisseur, les non-conformités, les audits et les CAPA. Donc ça qui sont vraiment ces quatre process qu'on peut vraiment très bien gérer avec l'outil Jira, qui a un système d'ouverture un petit peu comme un ticket, mais en tout cas de gestion d'un process avec un workflow contrôlé, etc. Et puis, on apportera aussi d'autres briques en essayant d'aller sur le coin de la gestion documentaire, de la gestion de projet, de la gestion des changements qui peuvent aussi être gérés avec le même type d'outils et donc s'intégrer tout ensemble finalement au sein de l'écosystème qu'on vous présente. Donc, je vais rapidement faire une petite introduction sur Jira. Donc, Jira, c'est un outil de la société Atlassian qui, à la base, a été développé pour venir permettre aux gens qui travaillent dans un mode dit agile, donc surtout au début les gens qui font du développement, de venir gérer leur projet, mais dans un mode nouveau, donc pas un waterfall, mais plutôt quelque chose d'agile avec des outils nouveaux que sont les sprints, que sont les Kanban, etc. Ça permet ben, de faire travailler des équipes ensemble dans un mode collaboratif avec des interfaces qui sont très simples à prendre en main. Ça permet de gérer des workflows, ça permet de paramétrer les modèles de données de nos process, etc. Donc finalement, ce sont des outils qui sont très paramétrables en fait et qui sont assez intuitifs. Et c'est pour cela qu'on s'est tourné vers eux. Et donc, il y a aussi un effet qui est la marketplace Atlassian, qui est que il y a tout un écosystème d'outils, de plugins, de choses qui se branchent les unes avec les autres pour avoir des systèmes qui vont être de plus en plus intégrés et ne pas travailler en silo, ou en tout cas essayer de le faire le moins possible. Je vous introduis tout de suite Confluence, dont on parlera plutôt à la fin de ce webinaire. Juste pour mentionner que c'est un outil de gestion documentaire en ligne, création de documents aussi, qui travaille comme un wiki. Voilà, il y a aussi un effet travail collaboratif. Les gens peuvent travailler ensemble sur la même page. Il y a la possibilité de gérer des workflows, donc de le faire devenir au fur et à mesure une quasi-GED. Et surtout, il est très intégré avec Jira et il permet notamment de récupérer des informations de vos éléments, de vos process, de vos tickets qui sont stockés dans Jira pour éviter
de faire des documents à la main, mais plutôt en récupérant des données que vous avez déjà gérées et mis sous contrôle dans Jira. On en parlera un peu plus tard. Donc l'objet de ce webinaire ici, c'est finalement de se Gaël, poser. est-ce que je peux me permettre de t'interrompre? On a peut-être un petit sondage justement sur les différents outils là. Alors oui, C'était le je vais moment lancer le sondage. Oui. Ou tu veux d'abord terminer ton slide? Non, non, je peux le lancer maintenant, effectivement, vu que je viens de vous présenter ces deux outils. Nous, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est de savoir si vous les connaissez, s'ils sont déjà déployés dans votre entreprise, si vous les connaissez pas. Voilà, ça nous donne une idée de. Enfin, ça nous donne une idée et ça vous permet également de vous positionner par rapport à l'ensemble comment dire, des participants là. Hein. À titre indicatif, il y a un peu plus de 60 personnes de connectées au webinar. Hein. Donc là, on a 80% des personnes qui ont voté. Si tout le monde pouvait voter, ça donnerait encore un peu plus de force à ce sondage et à ce partage de sondage. Voilà. Et bien voilà, on va vous partager le résultat. Il faut que tu partages le résultat. Voilà. Hop. Voilà. Donc ici, vous voyez le résultat normalement. Donc ok, à peu près une grande moitié, aucun des deux outils, 35% Jira seulement et 16% les deux outils en même temps, et un tout petit peu de Confluence. Donc bah, voilà, il y a une grosse moitié qui n'a pas ces outils déployés là, et puis une moitié qu'on connaît un des deux finalement, ou les deux. Donc très bien, bah, merci d'avoir répondu à ce sondage. Bah, du coup, ça va nous permettre de continuer. Et puis, je vais peut-être insister un petit peu plus sur les outils en eux-mêmes. Alors, il faut que je le cache. Et voilà. Très bien. Donc, donc, euh, donc quelles sont les questions qu'on va se poser ici? Ben, finalement, on se dit, voilà, les process qualité, souvent, chez nos clients, on les voit gérés en mode papier, donc souvent du Word, souvent du Excel. Ça a de gros avantages, les avantages de la simplicité, les avantages de la connaissance évidemment des outils. C'est des outils que tout le monde connaît, qui sont souvent à disposition tout de suite. Nous, ce qu'on voudrait essayer de vous montrer, c'est qu'il y a peut-être une solution alternative qui est de se dire, bah voilà, pourquoi ne pas essayer de porter sur une plateforme collaborative web qui a été structurée pour ça, et notamment qui a été structurée au niveau de la façon dont on gère les workflows, les flux de travail, donc finalement la façon dont on contrôle nos données. Pourquoi on ne viendrait pas porter ces process qualité-là sur ce type de plateforme? Et puis, pourquoi pas aussi, quand on choisit une plateforme web, essayer d'aller vers des outils alors qui deviennent de plus en plus standards dans les entreprises, donc notamment chez vous, s'il y a du soft par exemple, il y a de grandes chances que vos développeurs finissent par utiliser ce type d'outils-là. Donc du coup, pourquoi ne pas venir faire levier avec ces outils-là déjà connus, souvent agiles, pour venir en faire une ou des plateformes de référence pour vos process qualité. Donc voilà ce On qui peut va nous peut-être faire driver. lancer Excuse-moi, Gaël. Est-ce qu'on peut lancer le sondage peut-être sur le format des enregistrements, parce que c'est un peu lié à ça? Oui, je vais le lancer. Donc euh, Ou voilà. je Donc, le fais si tu veux. Tac. non, c'est bon, je suis dessus. Voilà. Hop. Donc petite question aussi qui permet de situer. Voilà, si tout le monde peut voter, ça serait formidable. Voilà, et on va partager le résultat. Et on voit qu'il y a quand même une très grosse majorité de gens qui ont encore des formats d'enregistrement Word ou Excel. Et ce qu'on constate, c'est que c'est souvent
par appréhension vis-à-vis du 21 CFR Part 11, vis-à-vis des problématiques de compliance, comment dire, IT, quoi. Hein. Ok, pardon. Merci beaucoup d'avoir répondu à ce sondage. Du coup, on va continuer. Donc ici, on reparle un tout petit peu des outils Atlassian. Donc, c'est des outils qui sont complètement interfacés en web, donc ils sont disponibles en plusieurs versions, donc soit en SaaS, donc sur ce qu'on appelle le cloud, ou alors sur vos machines à vous que vous pouvez garder sous contrôle. Qu'est-ce qu'on va trouver comme bénéfice? Les interfaces web, c'est toujours très simple parce qu'il n'y a pas d'installation, évidemment. On va voir qu'on peut très facilement intégrer des signatures électroniques, qu'on va pouvoir maîtriser notre workflow et donc finalement se convaincre que à la fois nos process sont respectés et donc du coup que l'ensemble des données qui vont être rentrées dans ce process sont fiables. Donc ça, c'est très important. La gestion des accès, évidemment. Donc ça, évidemment, c'est plutôt en opposition avec tout ce qui est Word, Excel, où c'est quand même beaucoup plus compliqué à la fois de bien gérer les accès, les rôles et bien gérer l'intégrité des données aussi, hein, les audits REL, etc. C'est assez compliqué à mettre en place sur ce type d'outils. Et puis, qu'est-ce qu'on va, d'un point de vue des équipes, d'un point de vue des métiers, de ceux qui vont travailler au jour le jour, et bien finalement, ce qu'on espère en tout cas, hein, c'est un gain de temps, une traçabilité qui va être améliorée, enfin un système un peu unique, centralisé pour gérer des process qui sont différents, mais qui ont besoin de s'intégrer ensemble. En fait, finalement, c'est ça le point. Et puis de la visibilité, de la communication. Voilà, ces interfaces plus simples qui permettent de faire des rapports, etc., etc. On verra tout ça au fur et à mesure. Hop, j'avance. Donc ici, voilà une petite vue d'ensemble. Donc bon, ça, je pense que la plupart d'entre vous connaissent ça mieux que moi, je pense. Ici, c'est juste pour rappeler que voilà, ces différents process, gestion des audits, des réclamations, des CAPA, des non-conformités, on va leur appliquer à chacun de ces process des workflows dans lesquels on cherche à demander à certaines personnes, pas forcément à tout le monde, pas forcément au même moment, de rentrer un certain type d'informations attendues. Donc en fait, c'est là où on va voir que vraiment là, on peut maîtriser quelles sont les informations qu'on attend à telle étape. On les demande à qui va être responsable, à quel moment on veut signer, etc., etc. Vous allez voir qu'on peut faire ça très facilement. Et surtout, un élément important, c'est de dire que eh bien, ces process-là, il faut qu'ils soient liés. Donc, ça veut dire que, par exemple, hein, un audit peut me déclencher, un finding d'audit peut me déclencher, par exemple, une non-conformité au sein de mon entreprise et que cette non-conformité va déclencher une CAPA et que c'est la clôture de cette CAPA qui va me permettre de clôturer ma non-conformité. Donc ici, nous, ce qu'on va vous montrer, c'est qu'on est capable d'intégrer ces process-là ensemble pour les faire vivre dans la même plateforme en même temps et au sein du même système. Voilà. Ici, donc là, je vais laisser la parole à Flora, donc que je vous ai présenté tout à l'heure, qui a elle déployé ce process-là dans Jira et donc qui du coup va vous en dire un peu plus. Donc maintenant, on va aller dans le détail des process et de la façon dont on les a implémentés avec des exemples. Voilà, exactement. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter ici la gestion d'un workflow d'audit qu'on a implémenté dans Jira, qui va débuter par la création d'un ticket d'audit suite au déclenchement d'un audit. Ensuite, on va pouvoir intégrer dedans tout ce qui est préparation et revue des documents. On va poursuivre avec tout ce qui est recueil et vérification des informations, constatation et conclusion, et passer ensuite à la diffusion du rapport d'audit
et ensuite à sa clôture. Et suite à cet audit, on peut avoir donc des findings qui vont déclencher des non-conformités ou des CAPA, ainsi que leur résolution pour clôturer ces findings. Voilà un petit peu le process. Donc ici, une vue d'ensemble du tableau de bord des audits. Donc on retrouve le workflow de l'audit, donc sa création, la préparation des activités, la réalisation des activités, la préparation et puis la diffusion du rapport, et enfin sa clôture. Donc à chaque étape, à chaque statut de l'audit, on aura des interfaces différentes qui ont été paramétrées pour notre exemple. Donc par exemple, en création, on va venir ajouter un titre à notre audit, ainsi qu'un type, et puis identifier qui sont les intervenants de l'audit. Dans la préparation des activités, on va voir plutôt une checklist pour dire telle étape a été faite, tel document a été fait. Dans la réalisation des activités, on va pouvoir intégrer tout ce qui est constatation et associer et lier, par exemple, un rapport de conclusion qui a été créé dans Confluence. Donc, on va venir le lier à notre ticket Jira, tout simplement. Et on va avoir, du coup, dans notre ticket d'audit Jira, toutes les informations en un même endroit. Et ensuite, en préparation et donc en diffusion du rapport, on va avoir plutôt une checklist et un champ texte où on va pouvoir indiquer si on l'a fait ou pas. Et quand on va vouloir clôturer notre audit, on va avoir une signature électronique pour certifier. Et donc là, bien sûr, identifiant, password, et puis un commentaire de justification de la clôture. Voilà un peu pour le workflow des audits. Un autre exemple, ça va être la gestion des non-conformités qu'on peut faire avec Jira. Donc là, on va pouvoir enregistrer une non-conformité dans l'outil, en faire son analyse et détecter la sévérité de notre non-conformité. Ensuite, la transmettre à un autre utilisateur de Jira pour que lui puisse faire son investigation dessus. Et soit on la clôture simplement, soit on met en place une CAPA, toujours dans Jira, et on la lie à notre non-conformité, et ensuite on clôture notre non-conformité. Donc ici, on va avoir une petite vidéo de présentation de comment on crée une non-conformité. Donc, je vais venir me connecter à Jira avec mon identifiant et mon mot de passe et aller sur le projet que l'on a créé, donc UMS spécialement pour les non-conformités. On va avoir donc notre tableau de bord des non-conformités. On va retrouver les différentes étapes de notre workflow de non-conformité. Et on va venir créer un ticket de non-conformité. Donc, on va lui donner un nom. On va inscrire une description pour que ça soit clair. Et on va choisir le domaine que ça impacte. On va pouvoir également appliquer des références du produit si c'est applicable. Une chose importante, c'est qu'on peut aussi sélectionner des dates dans Jira. Donc, on peut dire quand est-ce qu'on a ouvert notre non-conformité. On va pouvoir donner des informations sur le fournisseur. Si par exemple on ne connaît pas son adresse, ce n'est pas grave, on peut laisser. Et on va pouvoir lier à un audit, par exemple. Donc ici, on a découvert notre non-conformité quand on a créé notre audit. Voilà. Et on va pouvoir créer notre ticket. On le retrouve au statut en création. Si par exemple, un peu plus tard, on se rend compte que les coordonnées de notre fournisseur, finalement, on les connaissait, on peut venir modifier le ticket et rajouter des informations.
Voilà, donc là, on change l'adresse et on update le ticket. Et on va pouvoir le passer en statut analyse. Et on peut, si on veut, retrouver les informations qu'on a inscrites dans un état précédent, on rentre dans cette non-conformité et on retrouve toutes les informations qu'on a inscrites précédemment. Donc là, on va venir éditer notre non-conformité. Et là, on va changer du coup d'onglet et on passe en analyse. Donc, on va venir choisir une catégorie de non-conformité, un type de défaut de notre non-conformité, ainsi qu'une sévérité. Ensuite, on va pouvoir inscrire autant d'informations qu'on veut pour faire l'investigation. Il y a des champs qui ne sont pas limitants en termes d'écriture de données. Et on va updater notre ticket. Voilà. Ensuite, on va pouvoir le passer en traitement. Et là, on va signer le ticket pour dire, donc la non-conformité, pour dire, voilà, notre analyse, elle est complétée. On peut la transmettre à quelqu'un d'autre pour qu'il fasse le traitement. Donc, toujours avec identifiant, mot de passe et un commentaire. Donc, on complète la signature et on va venir assigner à la personne qui va s'occuper du traitement de cette non-conformité. Donc là, en l'occurrence, ça sera Camille qui va venir s'occuper du traitement de la non-conformité. Donc elle va venir se connecter à son espace de travail sous Jira avec son identifiant et son mot de passe. Elle va revenir donc sur le projet QMS et sur le Kanban des non-conformités et elle va pouvoir tout de suite avoir accès à la non-conformité qu'on vient de créer et qui lui est assignée. Donc là, ici, elle voit qu'elle est assignée, qu'elle est responsable du traitement de cette non-conformité. Donc, elle va venir éditer la non-conformité donc en traitement. On va ici lui associer une CAPA pour résoudre la non-conformité. Pour l'instant, il n'y en a pas de créé, donc on va venir créer toujours sous Jira la CAPA. Donc, on va venir se placer sous le Kanban des CAPA pour avoir accès simplement au workflow des CAPA, qui est légèrement différent de celui d'une non-conformité. Et on va venir créer une CAPA, donc avec le domaine impacté, le service impacté, la source, donc ici c'est notre non-conformité. On va lui intégrer une description, un titre, voilà, et on va lui donner une date de fin de clôture prévue et on va assigner un responsable, donc par exemple un responsable qui est sur la ligne de production. Je pense que la vidéo a dû être en pause, non? Voilà, et on va venir sélectionner un responsable qui va s'occuper de gérer cette CAPA. Certains champs sont obligatoires, donc avec la petite étoile rouge, d'autres ne le sont pas. On n'est pas obligé de les remplir. Ici, on va analyser les causes et on va pouvoir créer la CAPA. J'ai l'impression que la vidéo est en pause, non? Ok, parfait. Voilà, on va venir créer la CAPA et Camille va pouvoir retourner sur son tableau des non-conformités si elle veut avoir accès aux informations qui ont été ajoutées en mode création et analyse. Elle peut retourner voir toutes ces informations-là et elle va pouvoir
éditer la non-conformité et lier la non-conformité à la CAPA que l'on vient de créer, tout simplement. Voilà. En ajoutant ou pas un commentaire, ça c'est au choix, et donc en mettant à jour la non-conformité. Et ensuite, on va pouvoir venir, une fois que la CAPA a été clôturée et traitée, on va pouvoir venir passer notre non-conformité en état clôturé elle aussi. Donc pareil, avec une signature justifiant de la clôture de la non-conformité, donc avec l'identifiant, le mot de passe et un commentaire sur la clôture de la non-conformité. Très bien. Je te remercie. Voilà. Donc on a vu tout le workflow. Ok, excuse-moi. Je te remercie beaucoup, Flora. Donc, bon, merci pour cette explication-là, c'était très clair. Donc là, finalement, là, ce qu'on a vu, hein, c'est qu'on pouvait proposer différents workflows pour les différents types de process, qu'on pouvait lier ces process entre eux quand ils ont besoin d'être liés, qu'on pouvait intégrer de la signature électronique et qu'on pouvait évidemment changer et en tout cas définir correctement le modèle de données, c'est-à-dire l'ensemble des données qu'on veut récupérer au sein de nos process, à quel moment on souhaite les récupérer, etc., etc. Donc je propose de faire un tout petit point d'étape parce qu'en fait ta vidéo là, elle a suscité plein de questions qui ont l'air très intéressantes. Donc je propose d'essayer d'en répondre à une partie. Donc il y a Aurélie qui nous dit que finalement, voilà, le fait qu'on puisse choisir la date, est-ce que c'est pas contraire au 21 CFR part 11 avec la possibilité d'antidater, etc. Alors, je laisserai peut-être Aurélie de Rivaux répondre sur la partie est-ce que c'est contraire à la 21 CFR part 11. En tout cas, ce que je peux répondre moi d'un point de vue purement technique, c'est que même si ça n'a pas été montré ici, d'abord le ticket, une fois qu'il a passé une étape, on peut très bien verrouiller certains champs, c'est-à-dire ben voilà, vous avez déclaré cette date, puis maintenant c'est plus modifiable, hein, donc ça c'est des choses qu'on peut faire. On peut aussi évidemment mettre des contrôles sur les valeurs qui sont rentrées. Donc par exemple, je peux pas mettre une date qui est avant aujourd'hui par exemple ou quelque chose comme ça. Donc bon, encore une fois, hein, ça c'est une proposition, c'est un démonstrateur, ça couvre certainement pas tous vos besoins. Mais voilà, l'idée c'est de répondre que on peut mettre du contrôle à plein d'endroits. Ensuite, alors il y a un auditrel, on pourrait le montrer, ça c'est la slide d'après. J'avais vu une question qui était très intéressante, mais du coup elle est partie. Je me souviens plus. Revue d'ensemble. Ah, qu'est-ce qu'une CAPA? Une CAPA, donc c'est Corrective Action, Preventive Action, donc c'est action corrective, action préventive. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Est-ce qu'on peut définir des droits de clôture par fonction? Oui, tout à fait. Donc ça, effectivement, qui a le droit de passer une étape, qui a le droit de remplir tel champ, quels sont les contrôles qu'on donne au champ, ça c'est plein de choses qu'on peut faire avec Jira. On peut évidemment pas tout vous montrer. Mais ça, c'est tout à fait possible. Ah oui, alors voilà, ça, il y avait une question très intéressante d'Angélique. Est-ce qu'il est possible ensuite d'avoir un rapport sur les tendances des non-conformités? Alors là, la réponse, oui. Donc dans Jira, il y a un système de requêtes qui ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait, enfin, je ne sais pas si vous utilisez déjà ça, mais des requêtes de base de données, donc des requêtes SQL, qui permettent effectivement de trier, d'assembler, de voir les tendances, etc. Et donc ça marche très bien, c'est pas très compliqué à mettre en place et ça se met tout de suite en lumière, en image, avec des graphiques, des tableaux, des dashboards, etc. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout vous montrer, mais c'est une très bonne question. Voilà, et je propose, est-ce qu'on peut automatiser les liens entre les processus? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une question de smile. Est-ce qu'on peut par exemple faire en sorte que
un process déclenche l'ouverture d'un autre process ou par exemple, qu'une non-conformité déclenche l'ouverture d'une CAPA, etc. Ça, c'est tout à fait possible. On peut même vérifier qu'il y en a au moins une, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est tout à fait possible. Comme Monday, je ne sais pas ce que c'est, Monday, désolé. Donc ouais, je propose d'avancer un tout petit peu, histoire de pas trop se mettre en retard. Voilà, Flora, tu veux faire un point sur l'audit trail? Oui, donc là, ici, on peut voir qu'on est rentré dans une non-conformité, par exemple, et en fait, à chaque ticket, on va avoir un audit trail de qui a fait quoi, quand, et qu'est-ce qu'il a modifié, en fait. Donc, on retrouve toutes ces informations dans les tickets. Merci. Donc ça, c'est une fonction de base, hein. Il n'y a rien à paramétrer. C'est natif dans Jira. N'importe quel élément que vous allez traiter dans Jira va générer son audit trail. Voilà. Donc je vais reprendre un petit peu la main. Donc on va aller un tout petit peu plus loin en vous présentant encore un ou deux process qualité. Le principe sera le même, du coup il n'y aura pas de vidéo, c'est juste pour montrer qu'on peut ouvrir à d'autres choses. Et du coup ça va me permettre d'introduire tout de suite ici aussi une question d'Angélique sur Jira Service Desk. Donc ici, si on s'intéresse à un process de type réclamation client, alors tout de suite on peut penser à deux façons d'enregistrer une réclamation client dans Jira. La première, c'est de reproduire ce qu'on vous a montré, c'est-à-dire j'ai une personne en interne dans ma société qui a un accès à Jira, qui a reçu une réclamation par ailleurs, par mail, par téléphone, par courrier, je ne sais pas, et qui du coup va se connecter dans Jira et faire la saisie de cette réclamation. Et puis cette réclamation, on va aussi lui appliquer un workflow, tout son process, etc., de façon équivalente à ce qu'on vous a montré précédemment. Une autre façon de faire, alors qu'on ne va pas développer ici parce qu'on n'aura pas le temps, mais c'est d'utiliser un module qui est aussi une partie de Jira en fait qui s'appelle Service Desk, qui est un système d'ouverture de demandes, mais qui est externe à votre société. Donc, en fait, finalement, vous paramétrez un tout petit peu ce qu'ils appellent le service desk. Et en fait, ça permet à quelqu'un de l'extérieur de votre société d'ouvrir, par exemple, une réclamation. Donc, ça peut être un client à qui vous avez donné la possibilité de le faire. Donc, en fait, c'est lui qui va se créer. Vous lui dites, OK, cette adresse email-là, je l'autorise à rentrer dans mon système uniquement pour créer une réclamation. Donc lui, il va pouvoir le créer, ou alors vous pouvez l'ouvrir à qui vous voulez finalement, sans mettre de protection si vous le souhaitez. Le gros avantage ici, c'est que les demandes qui vont être ouvertes par votre client, alors déjà, du coup, ça vous coûte pas de licence Jira. Voilà. Si vous avez 100 clients qui peuvent faire ça, ça vous évite d'acheter 100 licences. Et puis, ces demandes qui vont être ouvertes par votre client, elles vont directement tomber dans votre Kanban Jira, exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, du coup, vous allez pouvoir les traiter de la même manière. Donc, encore une fois, c'est un gain de temps, un système commun. Donc là, du coup, c'est un système commun à la fois pour des gens en interne de la société, puis des gens en externe, ce qui commence à avoir beaucoup de valeur. Voilà. Donc, très rapidement, hein, je vais faire un petit peu le même travail que ce qu'a fait Flora. Donc ici, encore une fois, on a proposé un process, un cycle de vie d'une réclamation client. Donc d'abord, elle va être créée, donc ouverte soit par le service client, soit comme je vous l'ai dit, par le client tout seul avec Service Desk. Donc finalement, dans les deux cas, ça va ouvrir un ticket de réclamation dans mon système Jira. Ensuite, on va repasser par une phase d'analyse, d'interaction avec mon client, que je vais pouvoir aussi loguer dans mon ticket. Puis, il va y avoir l'intervention de la qualité pour dire, OK, là, l'analyse de la réclamation, elle est terminée, on va pouvoir passer au traitement. Donc là, vous pouvez avoir un contrôle avec une signature, par exemple. Lors du traitement, on va venir définir quel est le service impacté par cette réclamation, le ou les services.
Et puis, on va décider si cette réclamation doit faire l'objet d'une action corrective ou d'une action préventive, ou les deux d'ailleurs. Et puis, cette CAPA-là, du coup, va être traitée avec le workflow qu'on a vu tout à l'heure, parce que du coup, elle a son propre cycle de vie, et sa clôture va mener à la clôture de notre réclamation. Et donc ici, voilà comment on a traduit cela dans Jira. Donc ici, un workflow encore en 4 étapes, avec ici une interface d'ouverture, hein, donc de création. Donc le type, c'est réclamation, plein de choses, un titre, une description, le domaine impacté, la date d'ouverture, le nom du client, du fournisseur, les coordonnées, etc. Une phase d'analyse, vous voyez, où là, dans la phase d'analyse, quand j'édite mon élément, je retrouve plus du tout ça. Hein, donc ça, finalement, ça peut être verrouillé. Est-ce que j'ai repris contact avec le client? Est-ce que j'ai des informations complémentaires? De quelle manière je priorise l'analyse que je fais de ma demande? Et puis ici, est-ce que ça doit donner lieu au déclenchement d'une CAPA? Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, oui, non. Si ça donne lieu à un déclenchement de CAPA, bah, il y aura une CAPA qui va être traitée dans la foulée, une phase de traitement et puis une phase de clôture avec une signature ici de la qualité et une signature ici de la personne responsable de la clôture. Alors, voilà, j'espère que c'est clair. Alors, je vais voir s'il y a un petit peu des questions. Peut-on avoir une vue d'ensemble de toutes les étapes pour une non-conformité donnée? Un PDF par exemple, bah, le PDF, on vous transmettra ce document-là et plus la vidéo du webinaire sera mise en ligne. Et puis si vous avez des demandes complémentaires, vous revenez vers nous, évidemment, on y répondra avec plaisir. Est-ce qu'il y a un champ prévu dans les CAPA pour revoir l'efficacité avant la clôture? C'est une bonne question. Bah, là, vous avez raison, Lorinda. Nous, on l'a pas implémenté. Et donc, du coup, c'est une bonne idée. Mais encore une fois, c'est nous notre objet, hein, c'est d'écouter vos demandes. Tout est configurable. Nous, on sait comment le faire et de mettre en place le système pour coller à vos besoins. Donc voilà, s'il y a des manques, évidemment, c'est plus dû au fait que on n'a pas tous les mêmes besoins et puis nous, on ne connaît pas tous sur les besoins de tous nos clients. Mais tout est configurable a priori, comme le dit Angélique. Enfin, dernier élément, donc je vais peut-être encore passer assez rapidement là-dessus. Comment est-ce que nous, on a proposé ici de gérer des CAPA? Eh bien, en suivant ce workflow, création de CAPA, analyse des causes, une analyse de risque. Donc ici, très important de bien se rendre compte, c'est qu'avec Jira, en plus d'avoir des champs qu'on peut demander aux gens de remplir, et c'est typiquement le cas sur une analyse de risque, on peut avoir des champs qui vont se calculer tout seuls. Donc par exemple, si je fais une analyse de risque de type gravité, occurrence, et que l'output de mon analyse de risque, c'est le produit des deux ou une matrice un peu complexe, ben ça, c'est tout à fait quelque chose que je peux déployer au sein de mon ticket et ça coûte pas grand-chose, c'est très facile à faire. La création ensuite des ensembles des CAPA actions, donc en fait qui sont des sortes de sous-tâches hein, de mes CAPA, hein, c'est l'ensemble des actions que je vais devoir réaliser pour clôturer ma CAPA. Ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure sur est-ce qu'on peut évaluer l'efficacité, hein, ça pourrait être par ici. On peut même évaluer par exemple le temps que mes équipes mettent à répondre, etc., etc., entre l'ouverture de CAPA action et la fermeture de la CAPA action, l'exécution des tâches, la clôture des tâches, la clôture de la CAPA. Voilà, donc là, il y a un peu deux process imbriqués. 1, 2, 3 et le dernier qui est vraiment le process de la CAPA, le cycle de vie de la CAPA, et les trois du milieu ici, qui sont vraiment le cycle de vie de la CAPA action, la sous-tâche de la CAPA. Et puis voilà, on fait intervenir plein de gens, les différents acteurs au milieu. Comment ça se traduit chez nous? Eh ben, ça se traduit de cette manière-là. Donc, bah, vous retrouvez tout le temps hein, les mêmes interfaces
avec des champs différents cette fois. On veut savoir quel est le domaine impacté, on veut savoir quelle est la source, est-ce que c'est une non-conformité, est-ce que c'est une demande, une réclamation, etc. Est-ce que c'est une demande interne? Le responsable, est-ce qu'on lit d'autres tickets pour pouvoir dire que voilà, ils sont en relation avec un audit, c'est en relation avec une action qui est déjà menée, etc. L'analyse de risque, hein, ici, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, je peux dire, bah voilà, j'ai 3 champs ici, gravité, impact business, occurrence, très bien. Et puis quand je les remplirai, bah, il y aura un champ qui sera calculé, qui sera le risque initial de ma CAPA. Un traitement, une résolution avec une signature, etc. Je crois que j'insiste pas trop là-dessus parce que vous commencez probablement à bien comprendre la façon dont ça fonctionne. Voilà, donc du coup, je me suis moi-même précédé. Donc à l'intérieur d'une CAPA, il y a plusieurs sous-actions qu'on a appelées nous des CAPA actions, qu'elles peuvent concerner différents secteurs, différents responsables, différents intervenants, différentes échéances. Et tout ça, on peut les gérer avec Jira en appliquant des workflows différents, des responsables différents en fonction des secteurs, des domaines impactés, etc. Effectivement, tout est paramétrable et c'est bien pour nous. Je regarde un tout petit peu les questions. Est-ce que le client peut suivre le statut de sa réclamation? Donc oui, ça c'est l'intérêt, Nadia, merci de cette question, d'utiliser donc le service desk, parce qu'effectivement le service desk, à la fois il permet au client de démarrer le process, mais il permet aussi au client de suivre l'état de son process. D'accord? Donc même s'il n'a pas toutes les étapes parce que vous ne voulez pas forcément lui montrer votre mécanique interne, il y a des étapes auxquelles ça revient vers lui et lui il sait où il en est. Donc c'est tout à fait possible. Donc ça c'est Jira Service Desk. Du coup, tous les champs peuvent être modifiés, on peut en ajouter, en supprimer. Donc oui, voilà, faut savoir comment le faire. C'est typiquement notre métier, enfin c'est les compétences qu'on a développées ici pour les faire bien, pour les mettre sous contrôle, etc. Mais tout à fait, Emeline, merci de la question. Est-ce que Jira est un logiciel validé au sens de la 13485? Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de la 13485, mais ma réponse c'est que nous, en tout cas moi j'ai déjà avec mes équipes fait la validation de Jira en tant que système pour des clients. Je ne sais pas si Aurélie ou Philippe veulent intervenir sur cette notion-là que je connais moins bien. En tout cas, le rapport à la norme. En tout cas, moi je sais qu'on peut le valider, on l'a déjà fait dans plusieurs cas. Oui, c'est ça, c'est une implémentation de Jira, surtout avec les modifications que vous voudrez en interne, nécessitera une validation. Mais si vous voulez savoir s'il est validable, oui, il est validable. Merci Aurélie. Ensuite, est-ce qu'on reçoit des alertes quand on est proche de la date d'échéance? Oui, alors ça, c'est aussi des choses qu'on peut faire. Donc d'avoir des systèmes d'alerte en fonction des états, en fonction des responsables, en fonction des dates d'échéance, effectivement, de clôture. Donc là, on est tout à fait capable de mettre en place un petit programme qui, tous les matins, par exemple, à 6 heures, regarde l'état de notre système et puis va notifier tous les, tous les acteurs qu'on doit notifier pour X ou X raisons. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire aussi. Alors, les sous-actions et CAPA ont-elles les mêmes références ou est-ce indicé? Elles n'ont pas les mêmes références. En tout cas, dans le cas qu'on a choisi nous, elles n'ont pas les mêmes références. Elles sont liées à leur CAPA mère, mais elles ont un identifiant différent puisqu'elles sont en fait elles suivent un process différent. On attend des gens qui rentrent des données aussi qui sont pas les mêmes que les CAPA et donc du coup c'est un objet qui a son propre cycle de vie et qui du coup a pas la même référence au sens de son identifiant unique si vous voulez. Ça pourrait être différent, mais là c'est le cas qu'on a choisi. Est-ce que Jira peut être configurable par l'utilisateur lui-même? Je ne sais pas trop quelle est la question.
C'est-à-dire, par l'UGTL, oui, si vous voulez, au sens où si vous achetez Jira et que vous êtes administrateur du système, vous pouvez le configurer comme vous voulez. Par contre, les utilisateurs au sens classique du terme, bah, eux, ils peuvent pas changer ce que vous avez défini, parce que sinon, du coup, ça veut dire que votre modèle de données, il est plus intègre, en fait, quelque part. Mais enfin, j'espère que ma réponse est claire. Donc, il y a un mode administrateur où on peut tout changer. Il n'y a pas besoin, si vous voulez, de se retourner vers Atlassian pour demander des changements. Si vous voulez faire des changements sur votre système et que vous en êtes l'administrateur, ben, vous le faites vous ou vous nous demandez à nous, par exemple. Voilà, donc il n'y a pas besoin de se retourner vers l'éditeur. Chez des clients, est-ce que si on se rend compte que l'analyse est incomplète, on peut revenir sur l'étape précédente? Alors ça, il y a plein de façons de le gérer hein, pour Isabelle. Donc, ça va dépendre de votre process, ça va dépendre de la façon dont vous voulez verrouiller ou pas les données. Dans tous les cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a toujours moyen à un moment de trouver une façon de revenir en arrière. Peut-être que ça peut donner lieu à une demande, peut-être que pas tout le monde peut le faire, peut-être que ça peut donner lieu à une signature, mais évidemment qu'on peut, dans un process comme celui-là, je peux revenir en arrière. Alors c'est vrai que c'est pas très bien notifié ici, mais quand on définit nos workflows dans Jira, on peut très bien dire bah, ici à cet endroit-là, tu as le droit de revenir en arrière avec des contrôles s'il y a besoin. Si on utilise une version SaaS de Jira, est-ce qu'on peut maîtriser son système validé? Excellente question. Oui, réponse très complexe, enfin pas simple. Donc ça, c'est une question de Nadia. Donc effectivement, si on est en Moi, je SaaS, peux donner un complément de réponse parce que cette question-là, on l'a très souvent. Et la réponse qui me vient à l'esprit maintenant, après avoir longtemps réfléchi à ce sujet-là, oui, on peut le maîtriser, mais pas de la même manière que si c'est un Jira installé chez soi. C'est-à-dire que on atteint le même objectif, mais avec des moyens différents. En particulier par la mise en place d'un service level agreement et avec, si on est un peu plus exigeant, on a développé une solution qui permet de dérouler un certain nombre de tests automatisés à une fréquence définie pour améliorer, je dirais, la maîtrise. L'expérience montre tout de même que les changements sont quand même relativement limités, qu'il n'y a pas de changement, je dirais, drastique, voilà, qui surviennent par inadvertance. Hein. C'est un peu un mythe, ça. Oui, il y a des changements, mais généralement, quand le projet il est créé, il n'y a pas de modification de structure fondamentale qui se font sans que les utilisateurs soient avertis. Hein. Merci Philippe, je continue de répondre un petit peu parce que on est Ouais, bombardé de questions, mais on a beaucoup de questions. oui, en même temps elles sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Alors, Tout à fait. est-ce qu'on peut extraire toutes les données d'une non-conformité ou d'une CAPA? Oui. Donc oui, vous pouvez extraire sous plein de formats dans Jira. Vous pouvez même extraire comment on dit ça, un ensemble que vous auriez trié, par exemple, en avance. Et vous pouvez surtout, par exemple, en faire un document quasiment automatique en faisant l'extraction dans Confluence. Parce que Confluence, comme il est lié à Jira, vous lui dites, ben, dans mon document là, extrais-moi toutes les données de mes CAPA qui sont dans tel état. Boum, vous avez un tableau, vous n'avez rien à faire, le document est prêt, vous l'imprimez, c'est fini. Pour la version cloud, est-ce qu'on sait dans quel pays ça se trouve? Oui, vous pouvez le demander à Atlassian et si vous souhaitez que vos données elles soient, donc eux ils s'appuient sur AWS, donc de l'infrastructure AWS. Donc si vous souhaitez que en cloud
par exemple, vous souhaitez que, même si vous êtes en cloud, vos données elles soient absolument à Paris, Atlassian vous le propose, mais par contre, vous le fait payer plus cher. Est-ce qu'on peut avoir les intitulés des champs en français et anglais? Oui. Donc ça, en fait, oui. Voilà. Je réponds oui, c'est le plus simple. Pas forcément dire comment on fait, mais on peut. Oui, sur AWS, on peut également récupérer leur rapport de testing si on leur demande. Oui. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces questions. Du coup, les avantages de Jira, ben, c'est pas très cher, c'est assez facile à mettre en place, c'est entièrement paramétrable et en même temps, le contrôle on peut avoir un contrôle très fin, accès à distance. Donc, c'est-à-dire c'est des systèmes évidemment auxquels tout le monde a accès tout le temps, c'est du web, hein. Ça fait partie de la digitalisation des entreprises et des process. Je vais juste me permettre ici de faire un petit point sur la gestion de la documentation dans Confluence. Donc Confluence ici, vous voyez, c'est un outil qui lui permet de créer et de gérer des documents. Vous pouvez le comparer dans un premier temps à une sorte de Word, mais dédié au web et dédié à être intégré à d'autres outils pour aller très vite. Donc vous avez la possibilité de créer des espaces sur lesquels vous gérez vos droits, vous gérez l'architecture et l'arborescence de vos pages. Vous avez plein de choses. Vous pouvez éditer les pages, vous pouvez les étudier à plusieurs. Vous pouvez évidemment mettre des workflows d'approbation, de signature très complexes. Entre parenthèses, nous, on travaille beaucoup en ce moment sur Confluence pour en faire un outil de type GED. Ici, on a aussi des approbations électroniques, des demandes de lecture, etc. Donc, c'est un outil qui est un peu du même acabit que Jira dans le sens où il est vraiment simple d'utilisation. Et un grand intérêt ici, voilà, donc ici vous avez quelques exemples de ce qu'on peut récupérer de façon un peu native, un ensemble de personnes qui ont confirmé leur lecture, des dashboards sur les tâches que je pourrais avoir à faire sur certains documents, un contrôle de tous mes documents qui sont sous workflow de contrôle et dans quel état ils sont. Est-ce qu'ils ont été mis à jour par qui? Est-ce qu'ils sont publiés? Est-ce qu'ils sont dans un état draft? Et puis aussi, bien sûr, pouvoir récupérer toutes, par exemple, vos CAPA, toutes vos non-conformités et les afficher directement dans un document sans avoir à faire l'extraction et la copie en venant tout de suite, en fait, sans rien toucher, lire les données que vous avez dans Jira, les structurer et en faire un document. Donc là, vous avez vraiment un truc où vous arrêtez de copier des données pour les mettre dans un document. Du coup, votre document, il sera toujours à jour. Il suffira à un moment de le versionner et puis de passer à une étape d'après. Donc ça, c'est très, très pratique. Évidemment, on n'a pas le temps d'aller trop loin ici, mais voilà, bon, ce sera l'occasion On de. peut peut-être faire un sondage. Qui serait intéressé par une présentation de Confluence à proprement parler? Les gens peuvent répondre rapidement, juste pour que nous, on puisse... Du coup, ouais, moi je réponds aux questions pendant ce temps. Est-ce qu'on peut versionner des documents dans Confluence? Donc la réponse est oui. Est-ce qu'il est possible d'importer du Markdown? Je ne sais pas ce que c'est, le Ouais. Markdown. Si vous voulez bien préciser votre question, Michel, je Et ne les sais pas ce tags? que c'est. Un format de documentation. Donc oui, des templates. Oui, on peut faire ça. Oui, on peut créer des templates sur lesquels on va se baser pour créer nos pages au fur et à mesure. J'espère que ça répond à votre question. Donc apparemment, voilà, on a pas mal de gens à un format comme du XML. Non, ouais, compliqué parce que lui, il se base pas sur ce type de format-là.
donc compliqué, je pense. Est-ce qu'on avance un tout petit peu? Voilà, bon, on arrive à la fin du webinaire. On va peut-être on va peut-être quand même faire un petit sondage juste avant de se quitter. J'espère que c'était intéressant pour vous. En tout cas, merci beaucoup pour. Je sais pas combien il y a eu de questions, mais c'était vraiment super intéressant. Donc, on va peut-être. Je me permets de vous poser la question toute simple, hein, finalement. Est-ce que ça vous paraît pertinent pour votre entreprise? Donc finalement, est-ce qu'on a réussi à vous convaincre de l'intérêt de ces outils-là? Voilà. Parce que c'est pas tout En qu'on tout soit cas, on vous a convaincu. gardé captif puisqu'on a à peu près le même nombre de personnes qu'au tout début du webinaire, ce qui est assez rare. Hein. On a toujours généralement une petite perte, mais là, c'est pas le cas. Alors, si tout le monde pouvait voter, ça serait formidable. Il me reste quelques pourcentages de gens qui n'ont pas répondu encore. Et ensuite, Gaël va... Alors, oui, je me permets de répondre en même temps, là, le temps que le sondage se déroule. Une question de Lorinda. Est-ce qu'on a le suivi des modifications dans Confluence? Est-ce que l'historique des modifications est fait automatiquement? Oui et oui. Donc c'est natif ça. Et vous avez aussi un outil très pratique qui vous permet de comparer deux versions de documents. Enfin, c'est même pas un outil, enfin, c'est Confluence en fait. C'est un bout de Confluence. Donc vous savez les différences qu'il y a eu entre deux versions. Donc ça, c'est très pratique aussi. Merci beaucoup pour vos votes. Je clôt le sondage, je le partage. Donc je vous remercie finalement de vos réponses parce que du coup, ça veut dire que soit vous étiez déjà convaincu, soit on a réussi à vous convaincre que ça avait du sens. Donc merci beaucoup, presque 90%. C'est chouette. Voilà. Et alors, je vais cacher le sondage. Qu'est-ce qui nous reste? Alors oui, c'est peut-être une question qui nous intéresse aussi beaucoup, parce qu'on a parlé aussi du SaaS. Donc le SaaS, c'est vraiment software as a service. Donc vous prenez le software as a service et forcément, vous n'avez pas vos propres installs, etc. Donc ok, c'est très intéressant ce que je vois. Et on-premise, ça veut dire que c'est sur vos installations à vous, donc avec un peu plus de contrôle sur vos données, sur les changements de version, etc. Mais un peu plus de travail, de la DSI, des équipes techniques. Merci à Anne-Lise qui doit nous quitter. À bientôt, j'espère. Merci à Karine aussi. On dépasse un petit peu, donc. Allez, on finit le sondage et puis la présentation du service ADN, et puis comme ça, on restera dans le timing, parce que c'est important de respecter le timing des uns et des autres. Hein. Ouais, le temps que ça finisse de répondre, là, je réponds à Angélique. Est-ce qu'on peut donner les noms des modules qu'on utilise? On peut, enfin, là, tout ce qu'on vous a présenté, c'est du standard. À part la signature électronique, qui est un module qui s'appelle eSign. Quel est le lien entre Jira et Confluence? C'est le même éditeur. Et du coup, le gros intérêt, c'est que Confluence, en tant qu'outil de documentation, est capable de lire et de produire dans ces documents des données qui sont stockées dans Jira. Ça fera l'objet, je pense, d'une présentation, parce que c'est un peu difficile de le dire rapidement comme ça. Ça n'a peut-être pas trop de sens pour vous. Les questions sur HDS, sur les données de santé, est-ce que les données qualité sont les données de santé? Ça, je ne sais pas répondre. Pour moi, c'est deux choses différentes. Hein. Ok, je clôt le sondage. Je vous remercie d'y avoir répondu. Donc, plutôt 60-40 sur le SaaS. Très bien. C'est une information très importante pour nous. Je vous remercie d'avoir répondu. N'y a-t-il pas? Oui, voilà, il y a encore des questions sur les données médicales, etc. Je suis pas spécialiste. Je sais pas trop répondre. Les réclamations, est-ce qu'il y a des données? Oui, dans les réclamations, il y a des données patients, donc oui.
Donc effectivement, ça peut justifier aussi soit une mise sous contrôle de l'éditeur si vous êtes en SaaS, soit effectivement choisir une solution plutôt intégrée en interne. Allez, je prends juste 2 minutes, enfin je vais peut-être laisser 2 minutes la parole à Philippe pour terminer le webinaire. Moi, je vous dis merci beaucoup de mon côté, c'était très enrichissant pour nous, j'espère pour vous aussi. Et puis Philippe, vous voulez finir sur le service ADN? Ouais, bah nous on se positionne comme intégrateur et valideur hein, sur ce sujet-là, parce que ça fait quand même près de 30 ans qu'on tourne autour de ces sujets de la qualité et de la qualité logicielle. Donc avec le process qui vous est proposé là, prise de connaissance de vos SOP, traduction sous forme de story. Donc on implémente en fait, je dirais, en mode agile. On vous propose la validation avec des équipes qui sont distinctes et on vous propose, je dirais, le déploiement. L'idée, c'est de vous aider à réagir face à la crise sanitaire qui est sans doute un boost un petit peu pour repasser de l'enregistrement papier à l'enregistrement électronique. Et en premier lieu, par rapport à notre base de clientèle la plus importante, qui est une base de clientèle aujourd'hui orientée qualité. Hein. Le deuxième élément, c'est qu'il y a du logiciel. Logiciel est partie prenante dans la plupart des dispositifs médicaux, des produits. Et donc, dans une approche software as a medical device, je pense que ce qu'on vous a proposé fait complètement sens, puisque la plupart des équipes logicielles ont déjà au minimum Jira, après ça peut être connecté à du Git, etc. Et on voit bien qu'avec tout ce qui est IoT, tout ce qui est IA, tout ce qui est machine learning, etc., le logiciel est vraiment, je dirais, un sous-système de tous les produits. Donc c'est pour ça que cette approche-là, on vous la propose sous forme d'intégration, je dirais, aujourd'hui, pour être plus efficace et aussi faire en sorte que les équipes puissent continuer à travailler malgré la crise sanitaire. Et puis de la même manière que les uns et les autres, on a découvert Teams et qu'on on apprécie, même si c'est pas, on a vu aussi les limites. Je pense que des systèmes de IQMS qui étaient aujourd'hui encore réservés à des grandes entreprises, notre mission, nous, c'est de faire en sorte que les entreprises, je dirais, de taille plus petite puissent y accéder pour continuer, je dirais, à être performantes, mais d'une manière suffisamment agile et souple pour pas tuer l'innovation. Voilà, c'est ça notre job aujourd'hui, c'est de vous aider à mettre en place un QMS agile qui soit compatible avec, pardonnez-moi le jeu de mots, avec votre ADN, et votre ADN, la plupart du temps, dans les PME du dispositif médical, c'est quand même l'innovation. Voilà, donc on est à votre disposition. Je pense que le prochain slide, vous aurez nos contacts qui s'affichent. Donc n'hésitez pas à nous contacter par mail et on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, il y a peut-être encore la place pour une question, mais je voudrais quand même qu'on respecte, qu'on ne dépasse pas la 11h10. Donc si vous avez une question, il y a des questions sur est-ce qu'on reçoit la présentation. Donc normalement, la présentation, il y a un PDF qui est attaché directement au... Dans document distribué, ouais, tout à fait. Ouais, document distribué en anglais s'appelle Handouts. Vous avez un document qui s'appelle QMS Agile distribution PDF. Donc c'est voilà, c'est la présentation du jour sans la vidéo. Et sinon, la vidéo du webinaire, elle sera postée sur notre chaîne YouTube. J'espère, Junior, que vous avez pu la récupérer. Vous avez trouvé le bon endroit. Merci Nadia pour vos remerciements du coup. Ok, bon, on a pris 5-6 minutes de plus, mais en tout cas, c'était très intéressant. Et du coup, il nous reste à vous remercier et à vous dire de ne pas hésiter à revenir vers nous si vous avez des demandes complémentaires, des questions. Et moi, en tant que responsable d'ADN, je tiens à remercier publiquement Flora, Camille, Aurélie et Gaël pour, je crois, le bon travail qu'ils ont fait en vous préparant ce webinaire. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt.
Un peu de teasing pour notre prochain webinaire, ça sera plus sur les tests automatisés avec tout ce qui est intégration continue et déploiement continu. Voilà. Vous devriez recevoir une petite invitation. Je pense que ça aura lieu aux alentours de début décembre. Voilà. Donc la présentation, elle est en PDF, vous l'avez. Normalement, vous pouvez la télécharger. Voilà. Et faites-en évidemment bon usage. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Bonne journée, merci beaucoup.